particulier avec cette technique. Et il reste quelques unités qui s'adonnent à cette pratique tous les étés. Vous ne pouvez pas le sortir vivant. Les thons rouges sont sortis vivants. Alors, jusqu'à une taille de 15-20 kg, il est sorti à la main. Alors, c'est bon, celui qui a la canne est aidé par un autre qui tient le bout de la canne avec une poulie. Donc, à deux, ils arrivent à sortir des thons de jusqu'à 20-25 kg, seul. Enfin, seul à deux. 25 kg, c'est défendu. Non, à la canne, c'est autorisé jusqu'à 6,4 kg. Pour les petites coquilles de Saint-Jean-de-Luz, donc les canards de moins de 17 mètres, ils font quasiment tous moins de 17 mètres, sauf un. Mais lui est autorisé à partir de 8 kg, mais à jusqu'à 6,4 kg, jusqu'à un poids de 6,4 kg. C'est des petits thons comme ça. C'est autorisé. Bon, la moyenne, c'est plutôt... l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de ces petits poissons. On a eu plutôt du 15 à 45 kg. Vous voyez à peu près la gamme de taille. La réglementation est sur la taille, ça les gens ne le savent pas, elle est différenciée en fonction des métiers. Le thon de ligne, c'est jusqu'à 8 kg, le thon canne pour les petits canneurs de moins de 17 mètres, jusqu'à 6,4 kg, et ensuite les autres métiers à partir de 30 kg. Ça a été fait pour conserver la pêcherie traditionnelle, avec un nombre de bateaux qui est ridiculement bas, puisqu'ici, vous en avez maintenant... on en a fait partir l'année dernière. Pour des raisons de quota, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On n'en a eu que 4 qui ont pratiqué réellement le thon rouge à la canne. Donc c'est 4 unités qui ont fait un volume pas très important. En tout, on a fait 40 et quelques tonnes de thon rouge entre fin juin et septembre. Voilà. Ensuite, il y a d'autres métiers un peu moins spécifiques tels que la bolinche. Donc la bolinche, c'est une scène. Donc les poissons sont encerclés avec un filet à petite maille. Donc les bancs sont détectés avec un sonar. Et là, c'est l'anchois, c'est la sardine. En ce moment, c'est la sardine. En ce moment, vous avez entre 5 et 15 tonnes de sardines pêchées avec cette technique-là toutes les nuits. Donc vendues en suivant tous les matins à Saint-Jean-de-Luz. Oui, là c'est pareil, juste une précision, les sardines elles sont pêchées maintenant et pas au mois de juillet. On fait la fête de la sardine parce qu'elle est touriste, oui. Pas parce qu'on les pêche. Ouais, ça c'est important. C'est toujours avant le thon, la sardine. Et comme on fait la fête du thon, parfois souvent trop tôt, on n'a pas commencé à pêcher et souvent les gens ils mangent du thon. Saint-Jean-de-Luz c'est le thon, mais c'est pas du thon d'ici. Ça c'est dommage. Donc on est en train de revoir, c'est un peu une des raisons pour laquelle on a beaucoup travaillé pour qu'on fasse la fête du merlu, parce qu'on aurait une réelle fête sur un produit spécifique qui se pêche aujourd'hui. Moi je ne suis pas là pour vous parler de la pêche à la baleine ou de la pêche à la morue, même si les Basques ont une histoire très très riche en matière maritime, une des plus riches qui soit d'ailleurs je pense en Europe. C'est vraiment un peuple de marins. Mais les pêches aujourd'hui, c'est plus la morue. Le thon, les saisons sont décalées, c'est plus pareil qu'avant. Et la sardine, c'est vrai qu'on l'a jamais pêché, je sais pas où vous savez, on l'a jamais pêché l'été, jamais. On a toujours eu ici une sardine d'hiver. Pourquoi? Parce que la sardine fait son circuit migratoire en commençant par le sud et on la pêche nous en janvier, février, voire début mars et ensuite on n'en a plus. Et viennent d'où? Migratoire? Ah bah le long de la côte nord espagnole, oui. Ah, oui. Elle monte? Elle monte. Alors les Bretons en pêchent aussi un peu en ce moment, mais eux, le gros de leur saison, ça va être l'été. Vous avez des pêches de sardines jusqu'à les îles britanniques, en plein été. Là, vous avez une sardine plus grasse, une sardine qui a mangé tout l'été dans les eaux chaudes, donc elle s'est fait des réserves. Vous avez une chair grasse. La sardine est bien ronde, bien grasse, très adaptée au barbecue. Ici, on va pêcher une sardine qui va être plus... Alors certains aiment, c'est une question de goût, mais c'est surprenant d'avoir une sardine avec une chair plus maigre. On a l'habitude d'un poisson gras, mais la sardine d'ici, elle va être relativement plate, maigre. Et les graisses, la richesse de la chair, au contraire, est passée dans les gonades, enfin dans les œufs, dans la laitance. Les poissons gras, c'est comme ça que leur cycle se fait. Ils ont d'abord les réserves dans la chair, et puis au moment de la reproduction, c'est-à-dire l'hiver, toutes ces réserves passent dans les semences du poisson.
Donc là, vous avez une sardine assez pour les régimes, qui est très bien. Si vous voulez faire du barbecue, bon, ça va pas trop couler, ça va, bon, ça va rester assez sec. Non, le merlu au niveau qualité de chair, ça c'est au contraire c'est un poisson maigre. Vous avez très peu de variations dans les constituants de la chair, dans la richesse de la chair, c'est relativement stable. Mais c'est plutôt quand même un hiver, c'est plutôt la forte saison, c'est encore maintenant quoi. Ah bah c'est sûr, c'est un produit qu'on va avoir plus envie de manger de toute façon l'hiver. Hein. C'est un peu comme du cabillaud, les poissons à chair blanche, c'est quand même plutôt des poissons d'hiver. Mais ici, notre principale saison, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai dû oublier ça, de vous le dire. La principale saison, c'est de mars à juillet-août. Voilà, mars-août. C'est pour ça que la fête du merlu, on l'imagine en avril. On aurait pu la faire en mars, mais en mars, la météo, c'est beaucoup plus risqué. En avril, bon, à peu près sûr d'en avoir. On va pas... Est-ce qu'il y a des... Oui. Donc en dehors de le mois d'août, il n'y a plus de merlu alors Non, il y en a toute l'année, mais là je vous ai dit le pic de production, le gros quoi. Hein. Bon là il y en a tous les jours. Hein. Là ce que vous allez manger c'est de la criée d'hier matin, c'est du merlu de ligne. Mais il y a moins de bateaux, qui font ça. Il y a moins de quantité, certains font autre chose, bon, et puis il peut y avoir du mauvais temps, donc par contre à partir de mars, là tout le monde y est, les 14 bateaux ils y sont, et là vous pouvez avoir des pêches, si tout le monde fait 300 kg, vous avez 3-4 tonnes à la criée, hein, tous les jours. Hein. Là on est plus sur des criées, en merlu de ligne, on est plutôt sur des criées de entre 800 kg et 1500 kg en ce moment par jour. Voilà. Là, on est plus près des 200 maintenant que des 140. Merlu de ligne, hein, merlu de ligne. Oh ben en merlu, pour ne parler que du... En tout, c'est à peu près 5000 tonnes, un peu moins de 5000 tonnes de poissons, 4000 tonnes de poissons. Ah non, non. Alors on parle d'un millier de tonnes. Milliers de tonnes. Non, par jour, vous avez entre quelques kilos. Quand il fait mauvais, vous pouvez avoir des pas de criées, hein, ça arrive. Hein. Puis vous pouvez avoir les bonnes criées, c'est à partir de 20 tonnes, 40 tonnes, 10 tonnes. C'est ça les criées. Hein. Mais ceux qui vendent directement sur le port, ils font partie de la criée aussi, ils ne sont pas comptés. Ah bah, la criée, pour eux, c'est un outil de vente. Hein. Chacun est libre de vendre à la criée ou non. Donc c'est des bateaux qui effectivement vendent une partie de leur production en criée, une autre partie à l'étal. Donc ils savent... Cap-Breton fait pareil, Bayonne aussi, hein, donc ils gardent une partie pour la table, ils essayent d'avoir un étal assez joli avec de la variété, du joli poisson, et puis bon, c'est sûr quand on fait 500 kg dans la journée, on ne va pas vendre 500 kg aux consommateurs, donc il y a une partie qui va à la criée. Et la particularité de la vente à côté Cibourg, c'est qu'elle est gérée par la criée. La vente à la table est gérée par la criée. Alors où sont tous ces poissons? Quels sont les clients? Comment se répartissent un peu les restaurateurs, le local, ça va, non, les criées, ça va sur les grandes chaînes, ça va où? Les criées, enfin la réglementation sur les criées, ce sont des halles à marée en gros, de gros, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de restaurateurs. Vous avez des poissonniers, vous avez des marailleurs, c'est-à-dire des grossistes. Les régionaux ou nationaux? Alors c'est quand même plutôt des marailleurs locaux, hein, poissonniers locaux également. Hein. C'est l'essentiel. Mais c'est des marailleurs locaux qui vendent au national. Voilà, de toute façon. Une boîte comme Dima, elle achète sur la criée, mais elle le vend à Paris. On a une idée de ce qui reste sur un plan régional et ce qui va sur un plan national? Alors l'idée c'est qu'il y a en grosso modo, hein, en fonction des espèces c'est différent, mais à la louche vous avez tout de même environ 70% des produits qui très vite vont sur le marché espagnol. On est frontalier, on est proche d'un des plus gros marchés de consommation du poisson en Europe, c'est même le plus gros marché. C'est les plus gros pêcheurs, mais c'est aussi les plus gros consommateurs en Europe. Donc forcément, ça tire énormément les produits locaux vers l'Espagne. C'est vrai aussi à Arcachon, c'est vrai aussi en Bretagne, mais évidemment un peu moindre plus on monte vers le nord. Mais cette part est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on était plus proche des 80% il y a quelques années. C'est-à-dire que le marché français absorbe de plus en plus. Alors c'est une conséquence de la crise des pays du Sud, en particulier en Espagne, qui a fait que ce marché quand même tire un peu moins qu'avant nos produits, les produits de Saint-Jean-de-Luz.
c'est sûr que l'Espagne est dans l'échelle des pays en crise, c'est assez noir ce qui se passe et ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Alors c'est les mangeurs de poissons, hein, donc ça se ressent quand même moins qu'un autre pays qui serait moins porté sur le poisson. On a quand même cette chance. L'Espagnol, il continue à se faire plaisir. Ça fait partie de la culture, le poisson. Donc on a quand même une crise dont les effets sont quand même assez peu importants. Mais du coup, ça a redonné une chance sur le marché français, où notre merlu d'ailleurs, merlu de ligne, a gagné des parts de marché ces dernières années de manière assez importante. Enfin, les marailleurs nous disent avoir conquis un certain nombre de marchés, notamment restauration haut de gamme, avec ce produit-là, qui avant était destiné plus à des grandes tables espagnoles, San Sébastien et autres. Donc ça, c'est quand même pas mal de rééquilibrer un petit peu entre le marché sud-ouest France, voire national, et l'Espagne. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Le merlu se pêche au filet? Ah oui, le merlu se pêche à peu près avec tous les engins, sauf peut-être la bolinche, le filet tournant, qui est plutôt un filet approprié pour les poissons bleus. C'est-à-dire les poissons bleus, c'est les poissons pélagiques, hein, donc enfin les anchois, la sardine, le maquereau, le chinchard. Mais on pêche le merlu au filet, à la ligne, palangue, hein, ce que je vous ai montré, au chalut. Alors ça donne des produits qui ont d'aspect complètement différent. Hein. Vous avez un merlu de chalut va être écaillé, il va être gratté, hein, parce que les écailles du merlu sont très fragiles, hein, ça s'écaille en 3 fois rien. Donc vous avez un poisson qui, au niveau de la chair, qui peut être relativement de bonne qualité, mais écaillé, donc un produit qui va être gris, argenté gris. Un merlu de filet, par contre, lui, va ressembler un petit peu au merlu de ligne, mais avoir des marques de filet. Donc il va être par endroits, ses écailles auront disparu. Et puis vous avez le merlu de ligne, où là, surtout le merlu du jour, de ligne, qui va être dans un état très proche de l'état vivant. Toutes ces écailles, les yeux bien rebondis, pas une marque. Donc ça se pêche effectivement un peu avec toutes les techniques. D'ailleurs au niveau national, c'est quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais on doit pêcher en France autour de 15 ou 20 000 tonnes de merlu. Hein. Et la ligne du jour pèse 200 tonnes. Donc là vous êtes vraiment dans la niche, dans la toute petite niche, dans le haut de gamme, mais en termes de production très très faible. Oui, il y a des quotas de pêche pour le merlu. Alors les quotas sont définis par l'Union européenne et sont répartis par pays. Donc chaque pays reçoit sa part de quotas de merlu, de quotas de baudroie, de quotas d'anchois, selon une clé qui a été fixée dans fin des années 70 et qui est, on appelle ça une clé, la stabilité relative. C'est-à-dire que la clé de partage des quotas européens entre les pays de l'Union européenne, elle est fixe. Chacun reçoit sa même part tous les ans. Le quota européen s'appelle un TAC, un total admissible de capture, et donc on applique cette clé tous les ans pour fin décembre, c'est en mois de décembre que ça se décide. On répartit les quotas par pays. Ensuite, chaque pays décide de sa propre gestion. En France, la gestion qui a été adoptée, c'est de confier aux organisations de producteurs la gestion de ces quotas-là. Ça veut dire que le quota national est réparti entre OP, entre organisations de producteurs. Alors cette clé, par contre, c'est une clé qui est fixée sur des années qui peuvent changer. Ça, c'est l'État qui le décide. Aujourd'hui, on est sur les années 2001, 2002, 2003 pour la plupart des stocks de poissons. Donc en fait, on regarde le poids de chaque OP en 2001, 2002, 2003 et ça nous donne une clé de répartition. Donc alors ça a des effets pervers et assez compliqués pour nous parce qu'on reçoit en fait au début d'année ce qu'on pêchait il y a 10 ans. Donc on est obligé donc de compenser si les métiers ont bougé, si les besoins sont différents, on compense par des échanges entre organisations de producteurs. Donc on peut être amené à échanger par exemple, je vous dis, ça c'est un exemple, 10 tonnes de merlu contre 10 tonnes de baudroie. On fait un certain nombre d'échanges, de plus en plus nombreux, à cause de cette clé qui est basée sur des années qui sont devenues très anciennes. Donc nous on est partisans comme d'autres OP à faire bouger ces clés vers des années plus récentes pour qu'au moins les OP aient en début d'année des quotas initiaux proches de leurs besoins réels d'actualité. Alors c'est sûr que les grosses OP,
s'en foutent un peu, parce que les grosses OP, elles ont un peu de tout. C'est des grandes masses, qu'on prenne les années récentes ou les années anciennes, ça joue pas tellement. Mais les petites OP comme nous, relativement régionales, avec des adaptations d'année en année, des fluctuations de la ressource, des métiers qui sans arrêt, les métiers du merlu, certains vont faire du bar, certains vont... Bon, c'est en perpétuelle évolution. La ressource localement peut évoluer en fonction de la météo, en fonction des courants. Donc il faut sans arrêt innover, sans arrêt s'adapter. Et c'est vrai, avoir cette clé figée sur les années anciennes, pour nous, c'est pas facile. Alors avant le système qu'on avait, avant 2006, on avait des années qui bougeaient. Ça bougeait d'un an tous les ans. Ça restait un groupe de 3 années, mais ça glissait. Donc on avait toujours à peu près ce dont on avait besoin. Mais là, au palingre, il n'y a que des merlus qui sont attrapés ou il y a d'autres poissons? Oui, avec cette technique-là, avec les petites sardines, c'est des sardines qui font, vous en avez à peu près 35 ou 40 au kilo. C'est plutôt des petites sardines. Là, vous attrapez que du merlu. Alors il y a quelques petits requins, il y a des petits requins de fond, qui sont rejetés vivants. Vous avez ce qu'on appelle la mostelle, physis ou liche, ils appellent ça. Loche, pardon. Ça, ils en prennent aussi quelques-unes, mais c'est à 98% du merlu. C'est sélectif, mais d'une manière assez... C'est vivant, si on peut le rejeter, c'est pas mal aussi. Ouais, alors tous les poissons sont... Alors j'avais un film mais qui passe pas, dommage, j'avais prévu de finir là-dessus. Donc on voit effectivement tous les poissons vivants et qui peuvent être, en fonction de leur intérêt commercial, en fonction de leur taille, peuvent être rejetés. Alors il y a une taille de merlu, une taille légale qui est de 27 cm, mais avec cette technique-là, vu la taille des sardines et vu les profondeurs, on prend quand même du merlu qui fait, disons, les plus petits font autour de 500 grammes, 400 grammes, vraiment les petits. Il n'y a pas en dessous, on est au-delà des 27 cm. Et la moyenne du poisson, c'est entre 1,2 kg et 2,5 kg. Là, vous aurez dans vos assiettes du merlu entre 2 et 3 kg, donc déjà du merlu, déjà du joli merlu. Il y a des pièces qui peuvent atteindre 5-6 kg. Hein. On voit en crier du poisson, et des gros poissons. Hein. Le merlu peut atteindre une dizaine de kilos, je crois, dans la littérature. On n'en voit pas beaucoup, mais... Ouais. Oui, le gros, on est plutôt dans les... En crier dans les 15 euros, 12-15 euros. Oui, 6 kilos, 15 euros. Ah oui. Et le N3, c'est le moins cher. Le plus c'est petit, moins c'est cher. Voilà, là, les poissons d'1,2 kg, 1,2 kg, 1,8 kg, ça correspond au gros de la pêche. C'est le prix que je vous ai donné là. Ouais, voilà. Mais après, ça peut monter vite. Après, ça dépend des... Là, en ce moment, on a une période où le poisson est peu cher parce qu'on est en fin de mois. Ça, c'est classique. On crie, on sait hein, la fin du mois de janvier, c'est un des pires moments pour vendre le poisson. Parce qu'on est en période de solde, en période d'après-fête, en période de relativement bonne pêche aussi, surtout quand il fait beau comme en ce moment. Donc on a, si vous voulez, une adéquation entre la demande et l'offre. Ça, c'est... Par Tambo, il n'y a plus de pêche pas sur c'est-à-dire les bateaux sortent, les petits peuvent sortir, les gros bien sûr, ils sortent déjà toute l'année, et puis c'est plus facile de travailler quand il fait beau, même quand on est un gros bateau. Donc c'est vrai qu'on a... la météo est un élément important dans les apports de poissons. Hein. Il y en a qui ont essayé de faire du merlu d'élevage ou... Non, ça par contre, c'est un poisson à croissance assez lente. Hein. Alors les produits d'élevage, ce sont plutôt les bons candidats à l'élevage sont toujours, jusqu'à maintenant, quelques exceptions, parce qu'on commence à parler de sol d'élevage, mais en général, c'est des poissons qui grossissent très vite. Parce que quand vous investissez dans un élevage, s'il faut attendre 3-4 ans pour commencer à vendre du poisson, c'est long, à moins que ce soit du poisson très très cher. Le caviar, oui, on peut faire. Mais du merlu, si c'est pour vendre à 5-6 euros, surtout si c'est 5-6 euros du poisson de ligne, de pêche sauvage, du poisson d'élevage, ça ne serait pas ces prix-là, on serait en dessous. Donc ça n'a pas de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, après, on ne sait jamais, hein, vous savez, c'est... Si on mange du merlu, on... Bonne question. Moi, je vous dirais 5-6 ans, à peu près, un ordre de grandeur. Ouais. Ah, il faut quand même du temps. Hein. Lorsqu'un côteur est atteint, si dans les filets on ramène cette variété dont le côteur est atteint, qu'est-ce qu'on en fait du poisson? Malheureusement, on est obligé de le rejeter. Donc en fait, les pêcheurs font autre chose, parce qu'il n'y a aucun intérêt de rejeter du poisson.
Donc ils changent de zone de pêche, ils changent de technique de pêche. Mais par mégarde, on peut très bien prendre quand même l'espèce et on la rejette. Alors c'est l'effet pervers des quotas. Il y a les bienfaits, il y a les effets pervers, mais il n'y a pas de solution miracle. S'il n'y avait pas de quotas, ça serait pire. C'est un élément de régulation qui, quand il est respecté, est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que quand on pêche, il faut rejeter. Dès lors que le quota est fermé, la capture, le débarquement, la détention à bord du poisson est interdite. En France. En Europe. J'en ai pas parlé, vous posez la question, donc je peux vous en parler. En Espagne, on reste avec une gestion des quotas un peu à l'ancienne, c'est-à-dire en fonction de la politique locale, les quotas sont plus ou moins respectés. Alors il y a des choses qui ont évolué. Tout n'est plus mauvais dans la gestion espagnole. On a des pêcheries qui sont beaucoup mieux gérées qu'avant. Le maquereau, depuis 2 ans, est beaucoup mieux géré. D'ailleurs ici, on a eu un regain d'intérêt pour ce poisson parce qu'on a eu des prix qui, depuis la fermeture, depuis la bonne gestion espagnole, on a des prix qui sont nettement à la hausse. C'est un poisson qu'on vend à peu près 2 à 3 fois plus cher qu'avant, depuis que l'Espagne a respecté ses quotas de maquereau. Donc on voit qu'être voisin d'un pays très pêcheur, très consommateur c'est bien, très pêcheur c'est une concurrence. Et quand cette concurrence est déloyale par la mauvaise application des règles communautaires, c'est sûr qu'en étant frontalier, nous, là, on est en grande difficulté. Alors on espère que ça viendra sur le merlu, parce que sur le merlu, malheureusement, on a avec le retour de la ressource, la mauvaise gestion espagnole, on a un regain d'activité de pêche sur le merlu qui fait que le marché est complètement engorgé de merlu. Et on assiste à une érosion des prix, même sur notre produit haut de gamme, qui est sensible. Mais c'est vrai que la gestion des quotas de merlu en Espagne n'est pas efficace. Pourtant, ils ont mis en place un système que certains défendent, le quota individuel. En Espagne, vous avez des quotas individuels transférables, monnayables. Vous pouvez les louer, vous pouvez les vendre. Aucun problème, mais c'est pas respecté. Donc vous avez des armateurs qui ont vendu leur quota, mais qui pêchent quand même. Alors en France, on a un système moins individualisé, qui préserve un peu mieux la pêche artisanale. Enfin, c'est tout du moins mon avis. Parce que s'ils étaient individuels, monnayables, on aurait facilement des grosses sociétés qui achèteraient le port de Saint-Jean-de-Luz ou une grande surface, un fonds de pension américain, peu importe, ou chinois, qui ferait de la spéculation sur les quotas de merlu. C'est tout à fait envisageable. Bon, en France, c'est pas possible pour l'instant. Les quotas sont collectifs, ils sont gérés par les organisations de producteurs. Par contre, les organisations de producteurs peuvent définir, pour bien gérer leurs quotas, des limites de capture par bateau. Nous, on a comme adhérents, on a certains adhérents qui ne sont pas tous des ligneurs à merlu, c'est 14 bateaux. On a aussi des gros bateaux qui pêchent du merlu, qui contribuent au quota collectif de l'OP, et à qui on fixe des limites annuelles et qu'on surveille. Alors on surveille de différentes façons. On surveille avec les ventes, c'est-à-dire on collecte les ventes de ces bateaux-là dans les différentes criées, et on collecte un élément important, c'est le journal de bord du bateau. Chaque bateau de l'Union européenne a à remplir une déclaration de capture, c'est un journal de bord là, qui est maintenant électronique. Et ça, c'est la première chose que tout contrôleur va contrôler. Et nous, on récupère ça. Donc on a les ventes d'un côté, les captures de l'autre. Bon, les deux doivent correspondre évidemment. Si ça ne correspond pas, on va tirer l'oreille de l'armateur qui ne nous a pas rendu ses fiches. Et nous, on suit ça au jour le jour. Pour 40, je vous ai dit 48 quotas annuels différents. Bon, sur le merlu, il y en a déjà 4 en fonction des zones de pêche. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie.